Bienvenue dans cette présentation dédiée aux pathologies de l'épaule. Les douleurs à l'épaule représentent un motif de consultation très fréquent en médecine, touchant une large part de la population adulte. Les statistiques révèlent l'ampleur de ce problème de santé publique. La prévalence annuelle varie de 4,7 à 46,7 selon les études et peut atteindre 66,7 sur la durée de vie. Ces pathologies ont un impact significatif sur la qualité de vie des patients. L'épaule est une articulation complexe composée de plusieurs structures anatomiques. Elle comprend trois os principaux, la clavicule, l'omoplate et l'humérus, ainsi que de nombreux muscles, ligaments, tendons et bourses séreuses qui permettent sa mobilité exceptionnelle. Nous allons étudier quatre principales pathologies de l'épaule. Premièrement, la bursite, qui correspond à l'inflammation de la bourse séreuse. Deuxièmement, la capsulite rétractile, également appelée épaule gelée, caractérisée par une limitation de la mobilité. Troisièmement, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qui impliquent l'inflammation ou la dégénérescence des tendons. Et quatrièmement, le conflit sous-acromial, résultant du frottement des tendons sous l'acromion. L'approche diagnostique des pathologies de l'épaule repose sur un examen clinique rigoureux, complété par des tests spécifiques et, si nécessaire, par des examens d'imagerie. Une approche multidisciplinaire permet d'optimiser la prise en charge des patients. Cette introduction nous a permis de poser les bases essentielles. Dans les sections suivantes, nous détaillerons chaque pathologie en abordant leurs causes, leurs symptômes, leur diagnostic et leur prise en charge spécifique. La bursite de l'épaule est une pathologie fréquente qui peut causer des douleurs importantes et limiter les mouvements. Comprendre ses causes et ses symptômes est essentiel pour un diagnostic précoce. Une bourse séreuse est un petit sac rempli de liquide synovial qui agit comme un coussin protecteur. Elle réduit la friction entre les os et les tendons, facilitant ainsi le glissement fluide des structures anatomiques lors des mouvements. Dans l'épaule, la bourse sous-acromiale est la plus importante. Elle se situe entre l'acromion, qui est une partie de l'omoplate, et les tendons de la coiffe des rotateurs. La bursite sous-acromiale résulte principalement d'un conflit mécanique. Lorsque l'espace entre l'acromion et les tendons se rétrécit, les mouvements répétés créent des frottements qui irritent et enflamment la bourse séreuse. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ce conflit. Les mouvements répétitifs du bras, les gestes fréquents au-dessus de la tête et le vieillissement naturel des tissus qui peut modifier l'anatomie de l'épaule. Les symptômes de la bursite sous-acromiale sont caractéristiques. Le patient ressent une douleur vive lors des mouvements de l'épaule, particulièrement lors de l'élévation du bras. L'épaule devient sensible au toucher et la douleur s'aggrave typiquement la nuit, perturbant souvent le sommeil du patient. La douleur peut irradier vers le bras, descendant parfois jusqu'au coude. D'autres signes peuvent accompagner ces symptômes principaux. Cette inflammation de la bourse sous-acromiale nécessite une prise en charge adaptée pour soulager la douleur et restaurer la fonction de l'épaule. Un diagnostic précoce permet d'éviter l'aggravation des symptômes. La capsulite rétractile, communément appelée épaule gelée, est une pathologie complexe qui affecte la capsule articulaire de l'épaule. Explorons cette condition, son diagnostic et son évolution caractéristique. La capsulite rétractile se caractérise par une inflammation et une rétraction de la capsule articulaire de l'épaule. Comme le montre cette comparaison, l'épaule gelée présente un épaississement de la capsule, des adhérences et une inflammation qui limite considérablement le mouvement. Le diagnostic de la capsulite rétractile est principalement clinique. Il repose sur une anamnèse détaillée révélant une douleur progressive et une limitation fonctionnelle, ainsi qu'un examen physique montrant une restriction des mouvements passifs et actifs avec un pattern capsulaire caractéristique. L'évolution de la capsulite rétractile suit un pattern caractéristique en trois phases distinctes. La première phase, dite douloureuse, dure environ 3 mois avec une inflammation sévère et des douleurs extrêmes. La deuxième phase, de blocage, s'étend de 3 à 9 mois avec une diminution de la douleur, mais une augmentation de la raideur.
Enfin, la troisième phase de récupération peut durer de 12 à 24 mois, avec une amélioration progressive. Chaque région anatomique de la capsule articulaire correspond à des restrictions de mouvement spécifiques. L'intervalle des rotateurs limite la rotation externe avec épaule en adduction. Le ligament gléno-huméral moyen affecte la rotation externe en abduction moyenne et le ligament gléno-huméral inférieur restreint la rotation externe à 90 degrés d'abduction. Le diagnostic différentiel de la capsulite rétractile doit exclure d'autres pathologies comme les douleurs de coiffe des rotateurs, les pathologies de l'articulation acromioclaviculaire, l'arthrose gléno-humérale et les douleurs cervicogéniques. Chaque condition présente des signes cliniques et des résultats d'imagerie spécifiques qui permettent de les distinguer. En résumé, la capsulite rétractile est une pathologie au diagnostic principalement clinique, caractérisée par une évolution en 3 phases sur une durée totale de 12 à 36 mois. Le pattern capsulaire spécifique et l'importance du diagnostic différentiel sont essentiels pour une prise en charge appropriée. Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs représentent les pathologies les plus fréquentes de l'épaule. Elles affectent 4 muscles essentiels qui stabilisent et mobilisent l'articulation. La coiffe des rotateurs est constituée de 4 muscles qui forment une manchette autour de la tête humérale. Chaque muscle a un rôle spécifique dans la stabilisation et la mobilité de l'épaule. Le sus-épineux est le muscle le plus fréquemment atteint. Il s'insère sur le tubercule majeur de l'humérus et permet l'abduction du bras. Voici la comparaison entre un tendon sain et un tendon déchiré. Le sous-épineux est responsable de la rotation externe du bras. Il travaille en synergie avec le petit rond pour stabiliser la tête humérale lors des mouvements de rotation. Le petit rond assiste le sous-épineux dans la rotation externe et contribue à la stabilité postérieure de l'articulation gléno-humérale. Le sous-scapulaire est le seul muscle de la coiffe des rotateurs situé en avant. Il assure la rotation interne du bras et s'insère sur le tubercule mineur de l'humérus. Les tendinopathies se divisent en 2 types principaux. La tendinite, qui est une inflammation aiguë du tendon, et la tendinose, qui correspond à une dégénérescence chronique sans inflammation. Voici la comparaison entre une épaule normale et une épaule présentant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. On observe un gonflement et une inflammation des tendons dans la pathologie. Les facteurs de risque des tendinopathies incluent l'âge, les mouvements répétitifs, le port de charges lourdes et les traumatismes. Le conflit sous-acromial est un mécanisme important. La complication principale des tendinopathies chroniques est la rupture de la coiffe des rotateurs. Ces ruptures peuvent être partielles ou complètes et s'accompagnent souvent d'une rétraction du tendon déchiré. En résumé, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs affectent 4 muscles essentiels de l'épaule. Elles évoluent de l'inflammation à la dégénérescence, pouvant aboutir à des ruptures tendineuses nécessitant une prise en charge spécialisée. Le conflit sous-acromial est une pathologie fréquente de l'épaule qui se caractérise par la compression des tendons de la coiffe des rotateurs sous l'acromion. Observons d'abord la différence entre une épaule normale et une épaule présentant un conflit sous-acromial. Dans une épaule saine, les tendons glissent librement sous l'acromion. Le mécanisme du conflit implique une compression des tendons de la coiffe des rotateurs, particulièrement le tendon du supraépineux, lors des mouvements d'élévation du bras. Les causes du conflit sous-acromial sont multiples. La morphologie de l'acromion joue un rôle crucial. Il existe 3 types d'acromions avec des espaces disponibles différents pour les tendons. La bursite, ou inflammation de la bourse sous-acromiale, est une autre cause importante du conflit. Cette inflammation réduit encore l'espace disponible et aggrave la compression. Les symptômes du conflit sous-acromial sont caractéristiques. Les patients ressentent une douleur lors de l'élévation du bras, particulièrement entre 60 et 120 degrés, appelée arc douloureux. À long terme, le conflit sous-acromial non traité peut avoir des conséquences graves. La compression répétée peut entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs, comme le montre cette imagerie médicale. En résumé, le conflit sous-acromial résulte de la compression des tendons sous l'acromion. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée sont essentiels pour éviter l'évolution vers une rupture de la coiffe des rotateurs.
L'examen clinique constitue la pierre angulaire du diagnostic des pathologies de l'épaule. Plusieurs tests spécifiques permettent d'évaluer les différentes structures anatomiques et de reproduire les douleurs du patient. Le test de Neer est fondamental pour évaluer le conflit sous-acromial. Il consiste à élever passivement le bras du patient en flexion antérieure complète, ce qui comprime les tendons de la coiffe des rotateurs contre l'acromion. Le test de Hawkins-Kennedy évalue également le conflit sous-acromial. Le bras est fléchi à 90 degrés, puis effectue une rotation interne forcée, poussant le tendon du sus-épineux contre le ligament coraco-acromial. Le test de Job, également appelé test de l'abduction contrariée ou test de la canette vide, évalue spécifiquement le muscle sus-épineux. Le patient maintient ses bras en abduction à 90 degrés avec les pouces vers le bas contre résistance. Le test de palm up ou test de speed évalue le tendon du long biceps. Le patient effectue une flexion antérieure du bras contre résistance, paume vers le haut, permettant de détecter une tendinopathie bicipitale. La réalisation correcte de ces tests cliniques est cruciale pour orienter le diagnostic. Chaque test cible une structure anatomique spécifique et permet de reproduire la douleur du patient, guidant ainsi vers un diagnostic précis et une prise en charge adaptée. En complément de l'examen clinique, plusieurs examens d'imagerie peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité des lésions de l'épaule. La radiographie est l'examen de première intention. Elle permet de rechercher des calcifications, des anomalies osseuses et d'éliminer d'autres pathologies comme les fractures ou l'arthrose. L'échographie permet de visualiser en temps réel les tendons de la coiffe des rotateurs et les bourses séreuses. Elle peut détecter les ruptures tendineuses, les épanchements et guider les infiltrations thérapeutiques. L'IRM est l'examen de référence pour l'évaluation des tissus mous de l'épaule. Elle permet une analyse précise de la coiffe des rotateurs, du labrum et des structures capsulo-ligamentaires, avec une excellente résolution tissulaire. Le choix de l'examen dépend de la suspicion clinique. La radiographie est systématique en première intention. L'échographie est privilégiée pour les tendinopathies suspectées, tandis que l'IRM est réservé aux cas complexes ou avant chirurgie. Ces examens complémentaires, utilisés de manière appropriée selon le contexte clinique, permettent d'optimiser le diagnostic et d'orienter au mieux la prise en charge thérapeutique des pathologies de l'épaule. La prise en charge des douleurs d'épaule nécessite une approche méthodique et structurée. Nous allons explorer les étapes essentielles du diagnostic à la thérapie. Le diagnostic précis est la première étape cruciale. Il repose sur une anamnèse détaillée, un examen clinique méthodique, des tests spécifiques et des examens complémentaires adaptés. La prise en charge initiale privilégie le traitement médical conservateur. Elle associe des antalgiques, des anti-inflammatoires, de la kinésithérapie et un repos relatif adapté. Les infiltrations de corticoïdes sont envisagées en cas de douleur persistante malgré le traitement initial. Elles sont réalisées sous guidage échographique pour une précision optimale. La chirurgie est réservée au cas d'échec du traitement médical bien conduit ou en présence de ruptures tendineuses importantes. Les techniques arthroscopiques sont privilégiées. Une approche multidisciplinaire est essentielle pour optimiser les résultats. Elle implique différents spécialistes travaillant en coordination autour du patient. La prise en charge des douleurs d'épaule suit un parcours structuré, du diagnostic précis au traitement adapté, avec pour objectif le retour fonctionnel optimal du patient.